Mes parents ont dit que je n'étais qu'un fils de rechange. Je marchais vers la cuisine, et je les ai entendus dire qu'ils ne me gardaient dans les parages que pour mon argent. Alors, j'ai coupé les ponts, j'ai bloqué tout le monde, et j'ai construit une vie sans eux. Maintenant, je possède les terres. Ils ont essayé de voler, et mon frère est au chômage. Je ne publie pas souvent ici. D'habitude, je fais juste défiler, je lis les drames, et je m'occupe de mes affaires. Mais les choses à la maison ont tellement mal tourné, qu'honnêtement, je ne savais pas où d'autres raconter ça. Vous est-il déjà arrivé de prendre du recul, et de réaliser que toute votre famille vous traitait comme un plan de secours, dont ils n'avaient même jamais voulu? Ouais, c'est en gros comme ça que j'ai grandi. Je suis un homme de 31 ans, le frère aîné, mais d'une manière ou d'une autre, mon jeune frère Aaron a toujours été l'enfant chéri. Je veux dire, le gamin aurait littéralement pu mettre le feu au salon, et mes parents m'auraient demandé pourquoi j'avais laissé traîner les allumettes. Ça a toujours été comme ça, depuis que nous étions enfants. Ils avaient l'habitude d'appeler Aaron, un homme de 28 ans, un petit génie, juste parce qu'il savait brancher le lecteur DVD tout seul. Pendant ce temps, j'étais celui qui cuisinait des macaronis au fromage en boîte à l'âge de 9 ans, pendant que nos parents étaient sortis faire Dieu sait quoi. Mais rien de tout cela ne comptait pour eux. Aaron avait du potentiel. Moi, j'étais juste là. Notre mère, Nancy, est le genre de femme qui parle comme si tout allait bien, mais qui fait couler du venin dans chaque phrase. Elle disait des choses comme « Aaron a juste besoin de plus d'espace pour grandir. Et toi, tu es plus vieux. Tu devrais mieux comprendre. » Notre père, Stan, n'était pas mieux. Il traitait Aaron comme la réincarnation de Steve Jobs, et il me regardait comme si j'étais un cric de voiture cassée. Ça a empiré en grandissant. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai trouvé un travail dans un garage de quartier, pour faire des vidanges, remplacer des freins, des trucs de base. J'essayais juste de mettre un peu d'argent de côté, et peut-être d'aider un peu. Et qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à me faire payer 400 € par mois de loyer. C'est bien ça, 17 ans, encore au lycée, et je payais un loyer pour vivre dans la maison où j'ai grandi. Un an plus tard, Aaron a 16 ans, et il plante sa voiture. Devinez qui paie pour la réparer? Pas lui, pas nos parents. C'est moi, et ils ont agi comme si c'était normal. En mode, eh bien, tu as un travail, et Aaron essaie encore de se trouver. Se trouver. Le mec séchait littéralement les cours pour vapoter derrière le lycée, et tricher sur les devoirs de sa petite amie. Et il se demande pourquoi j'ai déménagé, dès que j'ai légalement pu le faire. Mais voici le truc. Peu importe à quel point ça devenait grave, je continuais de les aider. Quand papa a perdu son emploi pour la 3e fois, ce qui n'était même plus une surprise à ce stade, j'ai aidé à payer leurs factures d'électricité. J'ai envoyé de l'argent tous les mois, quand ils ont commencé à prendre du retard sur leur prêt immobilier. J'ai même acheté un ordinateur portable d'occasion à Aaron, quand il a dit en avoir besoin pour un stage à distance, qui s'est avéré être un sombre truc de crypto-monnaie en marketing de réseau. Je ne l'ai pas fait parce qu'il le méritait. Je l'ai fait pour ma mère, principalement. Je continuais de penser qu'elle allait changer, que si j'aidais assez, il verrait enfin que je valais quelque chose. Mais les gens comme ça ne changent pas. Ils vous voient juste comme un robinet. Et à la seconde où l'eau s'arrête de couler, ils se mettent à hurler. Ma femme, Sarah, n'arrêtait pas de me dire que ce n'était pas normal. Elle est institutrice en CE2. C'est la personne la plus douce que je connaisse, dure quand il le faut, mais toujours juste. À chaque fois que nous rendions visite à mes parents, ma mère lui lançait une de ces phrases avec un faux sourire, du genre « Alors, tu te contentes toujours d'enseigner, ou ça doit être bien d'avoir ces étés de libre ». Vraiment des conneries condescendantes, mais toujours dites avec cette petite voix polie, qui rend la chose difficile à dénoncer, sans passer pour un fou. Sarah ne s'est jamais plainte, cependant. Elle encaissait, juste pour moi. Et puis il y a Max, notre chien, un animal secouru. Un bon vieux bâtard, avec une oreille tombante et une queue tordue. C'est pratiquement mon 2e enfant. Il est avec nous depuis avant la naissance de notre fille. Ce chien est resté assis avec moi pendant mes gardes de nuit, les voyages en voiture, absolument tout. Et mes parents le détestaient. Ils disaient toujours des choses comme « Tu te soucies plus de cet animal que de ton propre sang ». C'est amusant de voir que le chien ne m'a jamais demandé l'argent du loyer, ni traité ma femme d'inutile. Maintenant,
voici comment les choses sont passées d'une simple dynamique familiale pourrie à une pure trahison. L'année dernière, lors d'un dîner de famille banal, je suis allé à la cuisine pour prendre de l'eau pour Sarah et moi. Ma fille était dans le salon avec Max, en train de regarder des dessins animés. Je n'essayais même pas d'écouter aux portes ou quoi que ce soit, mais je me suis arrêté dans le couloir, quand j'ai entendu mon prénom. Papa disait, il fait le caïd, juste parce qu'il nous envoie quelques centaines d'euros. Puis maman a ajouté, c'est dégoûtant. C'est un raté, et il ne le voit même pas. Si Aaron avait ce genre d'argent, il l'utiliserait correctement. Et puis Aaron, bien sûr, a dû mettre son grain de sel. Honnêtement, s'il ne payait pas les factures, je ne prendrais même pas la peine de lui parler. Je suis resté là, à fixer le carrelage du couloir, comme s'il allait se fissurer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Ils ont continué pendant un moment, expliquant comment ils m'utilisaient juste pour garder la tête hors de l'eau, et affirmant que je serais toujours le plan de secours, mot pour mot, comme si je n'étais pas leur fils. Comme si je n'étais qu'un distributeur de billets, qu'ils pouvaient insulter une fois l'écran éteint. Je suis retourné dans la pièce, j'ai posé l'eau, et j'ai dit à Sarah que nous partions. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture, avec Max et notre enfant installés sur la banquette arrière. Ensuite, je lui ai tout raconté. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle a juste répondu, bien. Maintenant, on en a fini avec eux. Et je l'étais. Plus d'argent, plus d'appels. Je les ai tous bloqués, même Aaron. J'ai changé de numéro. J'ai dit à mon employeur que je n'étais plus disponible pour faire des réparations le week-end, afin de pouvoir passer du temps avec ma vraie famille, ce qui comptait vraiment. Max a eu droit à des friandises supplémentaires ce soir-là. Au fait, le truc, c'est que je pensais que couper les ponts me ferait me sentir coupable, mais ça n'a pas été le cas. J'ai eu l'impression de me tenir droit, pour la première fois depuis des années. Comme si, enfin, je laissais quelqu'un d'autre porter son propre poids mort. Mais ils ne l'ont pas bien pris. Et ils ne sont pas partis sans faire de bruit, non plus. Donc, après avoir coupé les ponts, je me suis dit que ce serait la fin de l'histoire. Du genre, très bien, ils vont être en colère, dire du mal de moi pendant un temps, puis finir par passer à autre chose. Faux. Le fait de couper leur source de revenus a juste allumé une mèche, dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ils ne sont pas revenus avec des excuses. Ils sont revenus pour en découdre. J'ai commencé à recevoir des textos bizarres, de numéros que je ne connaissais pas. Des trucs du genre, ta mère pleure jusqu'à s'endormir, et tu as abandonné ta famille pour un chien. Je les ai bloqués un par un. Puis sont venus les messages sur Facebook, de la famille élargie. Tante Lisa, oncle Brian, et même un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis qu'on avait 10 ans. Tous disaient des choses comme « tu dois arranger la situation ». Ou bien « ton père a toujours fait de son mieux ». Tu es égoïste. Tous répétaient la même chose, comme s'ils lisaient le scénario d'un groupe. J'ai découvert plus tard que ma mère avait appelé tout le monde dans la famille, pour leur dire que j'avais perdu la tête, et que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Elle a, bien sûr, omis la partie où ils admettaient ouvertement m'utiliser, et ce depuis des années. Mais le plus grand basculement s'est produit, quand le nom de mon grand-père a commencé à être évoqué. Grand-père Joe, le père de ma mère, n'était pas riche, mais il possédait des terres. Une grande propriété ouverte à l'extérieur de la ville, qui valait probablement dans les 100 000 € en cas de revente. Quand j'étais gamin, il m'emmenait y pêcher. Il m'a appris à faire la vidange de son camion, à réparer une cloison sèche, et même à affûter la lame d'une tondeuse. Il était de la vieille école, et plutôt silencieux, mais il a toujours respecté les gens qui travaillaient dur, et qui ne se plaignaient pas. Quand j'ai arrêté de parler à mes parents, j'ai continué d'appeler grand-père toutes les 2 semaines, juste pour prendre des nouvelles, et lui demander s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il disait toujours la même chose, « Je suis fier de toi, gamin ». Il savait comment étaient mes parents. Il l'avait vu pendant des années. Il n'était simplement jamais intervenu parce que, selon ses propres mots, je voulais voir s'ils se réveilleraient par eux-mêmes. Divulgachage, ils ne l'ont pas fait. Bref, un jour, il a mentionné qu'il préparait un testament. Rien de dramatique, il a juste dit qu'il voulait s'assurer que tout aille là où ça devait aller. Je n'y ai pas trop prêté attention, honnêtement. Je ne m'attendais à rien.
Je me disais qu'il partagerait tout équitablement entre ses enfants et ses petits-enfants, ou peut-être qu'il vendrait simplement les terres, pour prendre un logement plus petit. Mais un mois plus tard, les choses sont devenues bizarres. Aaron, mon charmant frère, qui n'avait jamais levé le petit doigt à moins que ce soit pour lui-même, a commencé à se pointer chez grand-père, de façon régulière, en lui apportant des courses, et en réparant des trucs dans la maison. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Aaron ne répare jamais rien. Le mec m'a appelé une fois, parce qu'il ne savait pas comment redémarrer le routeur Wi-Fi, mais là, il jouait au bricoleur de l'année. Il s'avère qu'Aaron avait découvert l'existence du testament. Mes parents avaient dû entendre quelque chose, et ils l'avaient envoyé comme éclaireur. Pour le flatter, s'attirer ses bonnes grâces, et peut-être manipuler le testament en leur faveur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à surveiller les choses d'un peu plus près. Aaron a toujours été un serpent, mais pour une raison quelconque, les gens ne semblaient jamais s'en rendre compte. Au travail, il avait un emploi de bureau dans une entreprise de logistique. Rien d'extraordinaire. Son titre sonnait beaucoup plus impressionnant qu'il ne l'était en réalité. Spécialiste régional de la conformité, ou quelque chose du genre. Mais en réalité, tout ce qu'il faisait, c'était remplir des feuilles de calcul, et envoyer des rapports. Le fait est qu'il y faisait des trucs louches depuis des années, sans jamais se faire prendre. Il copiait le travail des autres, trafiquait les chiffres pour atteindre ses objectifs, et il avait même soumis quelques notes de frais pour des déjeuners clients, alors qu'il s'agissait juste de lui et de sa copine qui commandaient à emporter. Je ne savais tout ça que parce que cet idiot s'en vantait, dans le chat de groupe que nous avions il y a quelques années. Il disait des trucs comme « Mec, mon manager est tellement bête. J'ai littéralement soumis le même rapport que le mois dernier, j'ai juste changé les dates, et personne n'a posé de questions, tout ça parce qu'il portait des chemises de costume, et parlait vite lors des réunions. Il vivait de raccourcis. Il l'a toujours fait. Et curieusement, ça fonctionnait toujours pour lui. Il réussissait malgré ses échecs, se sortait des problèmes par la tchatch, et charmait les supérieurs, juste assez pour éviter de vraies responsabilités. Pendant ce temps, si j'arrivais avec 5 minutes de retard pour une livraison, on me déduisait de l'argent de ma paie. C'était ça, la différence. Il avait une famille qui lui trouvait des excuses, et des patrons qui ne regardaient jamais de trop près. Moi, j'avais des factures, et la réalité. Bref, pour en revenir à grand-père. Un jour, je reçois un appel de sa part. Il est confus. Silencieux. Il me dit qu'il a reçu l'appel de quelqu'un se prétendant être un représentant de la santé, qui lui posait des questions sur sa mémoire. Qui lui demandait s'il oubliait des choses, s'il égarait des objets, ou s'il se sentait dépassé par la gestion de ses biens. Je lui ai dit que ça semblait louche, et je lui ai demandé le numéro. Il s'avère que ce n'était pas un contrôle de routine au hasard. C'était un coup monté. Une semaine plus tard, j'ai découvert que mes parents essayaient de faire croire que grand-père souffrait d'un déclin cognitif, et qu'il n'était plus apte à gérer son propre patrimoine. Il s'efforçait de soumettre des documents au tribunal, de faux documents, suggérant qu'il présentait des signes précoces d'Alzheimer. Ils avaient aussi un faux certificat médical. Ils avaient probablement payé quelqu'un, ou falsifié cette foutue note eux-mêmes. C'est là que quelque chose s'est inversé en moi. Je n'allais plus me contenter de tourner le dos. Je n'allais pas juste bloquer quelques numéros, et considérer l'affaire classée. Ils voulaient jouer de manière déloyale. Très bien. Moi aussi, je sais des choses. J'avais des messages. J'avais des captures d'écran. J'avais des preuves. D'abord, j'ai aidé grand-père à contacter un avocat. Nous avons verrouillé son patrimoine comme il se doit, nous avons fait faire de vraies évaluations, et nous nous sommes assurés que toute procédure judiciaire en son nom déclencherait une alerte. Il a même enregistré une vidéo, déclarant qu'il était pleinement lucide, et qu'il comprenait exactement ce que disait son testament. Rien que ça a détruit la moindre chance qu'ils avaient. Mais je n'avais pas terminé. Le travail d'Aaron. Ouais, j'ai déterré absolument tout ce dont il s'était un jour vanté. Fausse note de frais, audit copier-coller, et même cette fois où il avait laissé des fichiers sensibles ouverts, sur un terminal public chez FedEx. J'ai tout rassemblé, et je l'ai envoyé dans un colis anonyme à son service des ressources humaines, avec un petit mot, vous devriez peut-être auditer votre petit prodige. 2 semaines plus tard, il était viré. Pas de référence, pas d'indemnité de licenciement, pas de dignité.
Mes parents étaient furieux. Ils ont essayé d'appeler à nouveau, laissant cette fois des messages vocaux où ils hurlaient, au lieu d'essayer de me faire culpabiliser. Je les ai tous sauvegardés. On ne sait jamais. La meilleure partie, c'est que grand-père a mis à jour le testament, laissant tout à moi et à son arrière-petite-fille. Le nom d'Aaron a été complètement rayé. Pas même un centime. C'est là que les supplications ont commencé. Donc, Aaron a été renvoyé. Pas licencié pour raisons économiques. Pas de réduction d'effectifs. Renvoyé. Du genre escorté hors du bâtiment jusqu'à la sortie. Ce genre de renvoi. Pas de poignée de main. Pas de nous vous tiendrons au courant. Pas d'indemnité de départ. Juste une marche de la honte à travers le hall, et un agent de sécurité lui tendant une triste petite boîte en carton, avec sa tasse à café et les cochonneries de son bureau dedans. Il a fallu 2 jours avant que ma mère ne m'appelle. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé comment allait ma fille. Elle est passée directement en mode fureur. C'est de ta faute, a-t-elle craché dans le téléphone. Tu as ruiné l'avenir de ton frère. J'ai raccroché. Ensuite, elle a commencé à envoyer des textos à Sarah. Ça ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu non plus. Sarah ne joue pas la carte de la politesse. Elle a géré des gamins insupportables de CE2 pendant 10 ans, et elle sait comment traiter les manipulateurs comme une vraie pro. Elle a répondu une fois, avec une seule phrase, « Cessez de me contacter. Nous protégeons notre tranquillité maintenant. » Bloqué. Mais la vraie tempête n'a commencé qu'une semaine plus tard, quand mes parents se sont pointés au bureau de l'avocat de grand-père, lors d'un rendez-vous de routine. Ils ont essayé de présenter à nouveau les faux documents médicaux. Ouais. Même après tout ça. Ils ont prétendu que grand-père n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ils ont dit que son testament avait été influencé par des personnes extérieures. Lisez-moi. Et qu'il n'était pas sain d'esprit. Seulement cette fois, ils ont marché tout droit dans une tronçonneuse judiciaire. Grand-père avait déjà déposé un avis préventif auprès du bureau du greffier du comté. En gros, c'était un truc du genre, ne touchez pas à mes affaires, à moins que je ne sois légalement déclaré inapte. Il avait aussi cette vidéo enregistrée que nous avions faite plus tôt, où il tenait littéralement un journal, disait la date à voix haute, et expliquait chaque ligne de son testament, calmement et clairement, avec l'avocat assis à côté de lui. Une fois que le juge a vu la vidéo, et l'a comparée avec le rapport bidon que mes parents avaient soumis, c'était la fin du jeu. La falsification est une chose sérieuse, surtout quand il s'agit de manipuler le patrimoine de quelqu'un. Il se trouve que mon oncle, le jeune frère de ma mère, avait un ami dans le système judiciaire. Il nous a prévenu qu'il pourrait y avoir de vraies accusations en préparation. Fraude, abus de faiblesse sur personnes âgées, complot pour escroquer une succession, la totale. Et le mieux, c'est qu'ils se sont fait tout ça à eux-mêmes. Je n'ai même pas eu besoin de forcer les choses. Je me suis juste assuré que la vérité les attende à chaque coin de rue. Aaron partait sérieusement en vrille. Sans son emploi, son bel appartement était trop cher. Alors, il est retourné vivre chez nos parents. D'après ce que j'ai entendu, il passe le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo, et à Twitter avec rage sur la façon dont sa famille l'a trahi. La mentalité classique de la victime. C'est toujours la faute des autres. Mes parents, eux, se noyaient en silence. L'argent que j'envoyais avait disparu. Ils avaient 3 mois de retard sur leur prêt immobilier. Leur traite de voiture était en retard, les prélèvements des factures étaient rejetés. Ils se sont même fait couper Internet, ce qui, honnêtement, m'a fait un peu trop rire. Tante Lisa m'a envoyé un message vocal, disant que maman avait pleuré pendant 2 heures la nuit où Internet a été coupé, me reprochant d'avoir ruiné la réputation de la famille. Comme si c'était moi qui avais falsifié des rapports médicaux, et essayé de voler mon grand-père mourant. Ils n'avaient toujours rien compris. Pendant ce temps, Sarah et moi, nous nous en sortions bien. Pas riche, pas accent grave l'œil, mais c'était solide, stable. J'avais décroché quelques contrats supplémentaires, et j'avais commencé à épargner pour acheter un camion d'occasion, afin de pouvoir me développer. Sarah donnait des cours particuliers après l'école pour avoir un peu d'argent de côté, et notre fille venait d'être nommée élève du mois. Max était en bonne santé. Je dormais mieux. La maison semblait paisible. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment fier de ma vie.
Puis l'appel est arrivé. Il était tard. Je regardais une émission stupide, à moitié endormi sur le canapé, quand le téléphone a sonné. C'était ma mère. Je l'ai fixé pendant une longue seconde, avant de répondre. Aucune idée de pourquoi j'ai décroché, honnêtement. Papa a fait une attaque, a-t-elle dit. D'une voix atone. Pas de bonjour, pas d'introduction. Il est en soins intensifs. Elle a dit ça comme si c'était à moi d'arranger les choses. Comme si cette information devait me pousser à l'action. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis juste resté assis là, à écouter. Puis elle a ajouté, tu devrais venir. Il te réclame. Cette partie-là a fait un effet différent. Pas parce que je ressentais de la culpabilité, mais plutôt, pourquoi? Après tout ce qui s'était passé, après m'avoir traité de raté, après s'être moqué de ma femme, après avoir utilisé mon argent comme une tirelire, puis m'avoir jeté comme un déchet, voilà que soudainement, il voulait que je sois là. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et j'ai raccroché. Sarah est entrée dans la pièce quelques minutes plus tard, et elle a vu mon visage. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle n'a pas insisté, elle s'est juste assise à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule, et a dit, tu ne leur dois rien. Elle avait raison. Donc, je n'y suis pas allé. Quelques jours plus tard, ils se sont pointés. Ouais. Devant chez moi. Je ne sais pas comment ils ont eu l'adresse. Peut-être un cousin. Peut-être qu'ils m'ont suivi une fois. Quoi qu'il en soit, ils étaient là. Ma mère et Aaron, debout devant le portail avec l'air désespéré, les visages fatigués et livides. Maman pleurait. Aaron avait l'air de ne pas s'être rasé depuis des semaines. Nous voulons juste parler, a-t-elle dit, quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Je n'ai même pas fait un pas dehors. Alors dis-le de là-bas. Elle a essayé de jouer à nouveau la carte de la culpabilité. Elle a dit que papa se remettait, mais qu'il était faible. Qu'il n'avait peut-être plus beaucoup de temps. Qu'il n'arrêtait pas de marmonner mon prénom. Puis elle a demandé, si j'envisagerais de les aider avec certaines factures médicales. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Tu veux dire, comme la façon dont tu as aidé grand-père, ai-je demandé. Ça lui a cloué le bec. Aaron, cependant, avait encore du culot. Il s'est avancé et a dit, tu vas vraiment faire ça, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je jure devant Dieu que j'ai failli péter les plombs. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, tu te souviens de ce que tu as dit ce soir-là au dîner? Que tu ne me tolérais que parce que je payais tes factures? Bonne nouvelle. Tu n'as plus à me tolérer. Je leur ai fermé la porte au nez. Pas de cris, pas de grands discours dramatiques, juste le silence. On pourrait penser qu'après tout ça, les faux documents, les supplications, les cris devant ma porte, ils auraient enfin compris le message. Qu'ils reculeraient, et disparaîtraient, tout simplement. Mais les gens comme mes parents, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils n'acceptent pas les limites. Ils voient votre silence comme un manque de respect, votre tranquillité comme une rébellion, et ils le prennent personnellement, surtout quand ils sont fauchés et désespérés. Après cette dernière confrontation devant ma maison, les choses se sont calmées pendant environ un mois. Pas d'appel, pas de texto, pas de parents mystères apparaissant dans ma boîte de réception, pour essayer de jouer les médiateurs. Pendant une seconde, j'ai baissé ma garde. Les affaires reprenaient. J'avais réussi à louer un autre semi-remorque d'occasion, vieux et bruyant, mais fiable, et j'avais décroché un contrat de fret régulier avec un distributeur, qui me faisait faire des allers-retours entre Chicago et l'Indiana, 2 fois par semaine. Ce n'était pas glamour, mais c'était un revenu régulier, suffisant pour pouvoir enfin mettre de l'argent de côté. Sarah et moi avons commencé à parler de peut-être emmener notre fille voir l'océan, pour la première fois cet été-là. Nous avons même regardé de petites cabanes dans le Tennessee. Quelque chose de simple, juste nous 3 et Max sur la banquette arrière. On avait l'impression de pouvoir enfin souffler un peu. Puis un matin, je sors sur le parking derrière mon petit bureau, juste un terrain en gravier que je louais derrière une station-service. Et mon camion est saccagé. Et je ne veux pas dire rayé avec une clé ou tagué. Je veux dire détruit. Pare-brise défoncé. Chaque rétroviseur arraché net. Pneus crevés.
Le pare-choc avant pendait, comme s'il s'était battu avec un train. De la peinture en bombe partout sur le côté. De grosses lettres rouges. Traître à la famille, écrit en plein sur la portière, comme si j'étais dans un film de la mafia. Je suis resté là pendant 1 minute, complètement figé, à le regarder, comme si mon cerveau n'arrivait pas à enregistrer complètement ce que je voyais. Ce camion n'était pas juste du métal et des roues pour moi. C'était la façon dont je nourrissais ma famille, dont je payais le loyer. C'était ma liberté. Et quelqu'un avait essayé de m'enlever ça. Pas de caméra, pas de témoin. Le parking était dans une zone morte. J'ai porté plainte à la police. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter, ce qui, au fond, voulait dire qu'il ne se passerait rien. Je savais qui avait fait ça. Vous savez qui a fait ça, mais à moins d'avoir des preuves, ce n'était que des mots. Le clou du spectacle, quand j'ai fait le tour pour aller côté passager, j'ai trouvé la boîte à gants forcée. Ils n'avaient rien volé. Ils avaient juste laissé un mot, écrit au marqueur, au dos d'un reçu de chez Walgreen. Ça disait, « Tu penses toujours que tu es meilleur que nous ?» L'écriture d'Aaron. Je la reconnaîtrais entre 1000. Bâclé. À peine lisible. Comme s'il n'avait jamais dépassé le niveau du collège. J'ai gardé ce mot. Je ne l'ai pas donné aux flics. Je n'en ai même pas parlé à Sarah tout de suite. J'ai juste pris une grande inspiration, et je suis rentré à l'intérieur. J'en avais fini d'être poli. J'en avais fini d'attendre qu'ils s'autodétruisent. Maintenant, j'allais les enterrer légalement, et m'assurer qu'ils ne m'approcheraient plus jamais. D'abord, j'ai fait installer des caméras de sécurité. À la maison, au bureau, sur le parking des camions, et même des caméras embarquées, la totale. Ensuite, je suis retourné voir l'avocat qui s'occupait de la succession de grand-père, et j'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement, contre mes parents et Aaron. J'y ai joint des preuves, tous les messages vocaux, les textos, les messages sur les réseaux sociaux, et les photos du camion. Pas le mot, ça, je l'ai gardé pour moi. L'avocat m'a aussi aidé à déposer une plainte au civil. Pour dommages matériels et perte de revenus. Je me fichais même de l'argent. Je voulais juste que ce soit sur papier. Une trace écrite. Quelque chose que leur prochaine victime, ou un futur employeur, pourrait trouver, s'ils faisaient un jour une vérification de leurs antécédents. Pendant que tout ça était en cours, j'ai travaillé avec mon camion de secours. Il était plus lent, plus vieux, et n'avait pas de couchette, donc je devais louer des motels bon marché quand les trajets étaient longs, mais j'ai fait en sorte que ça marche. Max montait sur le siège passager la plupart du temps. Sarah me préparait des sandwichs en plus. Ma fille me laissait de petits dessins dans la boîte à gants. J'ai continué d'avancer. Ce qui m'énervait le plus, ce n'était même pas les dégâts. C'était le message, ce petit mot, cette petite question arrogante, « Tu penses toujours que tu es meilleur que nous ?» Je n'ai jamais pensé que j'étais meilleur. Je pensais que j'étais libre. Et c'est ça qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ma réussite n'était pas tape à accent grave l'œil. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas célèbre. Mais je n'avais plus besoin d'eux. C'est ce qui les rendait fous. C'est pour ça qu'ils s'en sont pris à moi. Parce que les gens comme ça, ont besoin de quelqu'un en dessous d'eux. Quelqu'un qu'ils peuvent regarder de haut, contrôler, et humilier quand leur propre vie s'effondre. Je leur ai enlevé ça. Quand la date du procès est arrivée, ils ne se sont même pas présentés. Mon avocat a dit que c'était probablement parce qu'il savait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre ce risque. Perdre le procès aurait inscrit un jugement sur leur casier, ce qui aurait rendu encore plus difficile pour eux d'obtenir des prêts, des crédits, ou tout autre plan bancal qu'ils mijotaient pour la suite. Mais le juge a approuvé l'ordonnance d'éloignement, 6 mois renouvelable, et je l'ai effectivement renouvelé 2 fois. À ce stade, c'était pratiquement des fantômes. Je n'avais plus de nouvelles d'eux. Plus de visites sur le pas de ma porte, plus d'appels. Mais la rumeur a circulé. Tante Lisa m'a appelé un soir, pour me dire que mes parents avaient désormais honte de se montrer en ville. Ils étaient devenus la risée de tous. Des chuchotements à l'église, des regards gênés à l'épicerie. Même leurs vieux amis avaient commencé à prendre leur distance. Apparemment, quelqu'un dans leur groupe d'amis avait un enfant, qui travaillait au RH dans l'ancienne entreprise d'Aaron, et il avait découvert exactement pourquoi il s'était fait virer. Les nouvelles vont vite, quand toute votre vie est basée sur l'image.
Tant mieux. Ils ont amplement mérité tout ça. De mon côté, j'ai continué à construire ma vie. À la fin de l'année, j'avais économisé assez pour acheter mon propre préfabriqué de bureau, juste un petit modèle d'occasion, racheté à un entrepreneur qui partait à la retraite. Je l'ai posé derrière le parking, j'ai branché l'électricité, et j'en ai fait un petit centre de répartition. Sarah a aidé à concevoir l'intérieur. Ma fille a aidé à lui trouver un nom, la base des camions. Le nom est resté. Max a eu un petit lit dans un coin. Nous avons accroché un tableau blanc, quelques étagères, et on a même récupéré un mini réfrigérateur. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Un soir, alors que je fermais à clé, Sarah s'est garée sur le parking avec Olivia à l'arrière. Elles avaient apporté à manger. Nous nous sommes assis sur les marches du préfabriqué, en mangeant des frites et en regardant le soleil se coucher. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'avaient pas seulement endommagé un camion. Ils avaient essayé de détruire ma vie. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est me pousser à en construire une meilleure. Quelques mois après l'incident du camion, les choses ont enfin commencé à me paraître solides. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. L'ordonnance d'éloignement faisait son travail. Plus de surprises. Plus de pare-brise fracassés. Juste la paix. Une paix ennuyeuse, silencieuse, et fiable. Le genre de paix qui ne paie pas de mine, jusqu'à ce qu'on passe des années sans la connaître. C'est alors que j'ai reçu un appel de grand-père. Il était calme, comme toujours. Il m'a dit de passer le week-end suivant. Il a dit qu'il voulait tout finaliser avec l'avocat, et rendre les choses officielles. Je savais déjà ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas insisté. J'avais appris à connaître grand-père. Quand il était prêt à parler, il parlait. J'y suis donc allé le samedi matin. Sarah et Olivia sont venues aussi. Grand-père avait toujours eu un faible pour ma fille. Il avait gardé chaque dessin qu'elle lui avait offert, et il les gardait encadrés dans son couloir, comme s'ils étaient des pièces de musée rares. Elle lui en a donné un nouveau ce jour-là. C'était un dessin de nous, debout devant un grand camion rouge, avec des cœurs partout. Il l'a accroché sur le frigo, juste à côté de la photo de famille de notre mariage. Ensuite, nous nous sommes assis avec l'avocat. Grand-père a sorti un dossier. Il y avait tout dedans. Le transfert de propriété, le testament révisé, une lettre pour le tribunal, et même une déclaration notariée expliquant pourquoi il avait fait ces changements. Il ne plaisantait pas. Il a dit, j'ai vu à quoi ressemblait l'arrogance des gens qui pensent que tout leur est dû. Je ne laisserai pas s'arruiner ces terres. Il a donné la moitié de la propriété restante à oncle Ray, son seul frère encore en vie, et l'autre moitié à moi. Aucune faille. Pas de conneries du genre à moins qu'il ne s'excuse. Le nom de personne d'autre n'apparaissait nulle part dans les documents. Puis, il m'a tendu un deuxième dossier. À l'intérieur, il y avait un chèque. À 6 chiffres. Il a dit, j'ai vendu la cabane de chasse. Je me suis dit que tu en ferais un meilleur usage. Je ne savais même pas quoi dire. Cette cabane était dans la famille depuis des décennies. Mais il m'a simplement regardé, et a dit, cet endroit renfermait des souvenirs, pour des gens qui ont cessé de s'en soucier. Il est temps que cela prenne de la valeur pour quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure pas beaucoup, d'habitude. Mais quelque chose s'est un peu brisé en moi. Le genre de rupture qui vous donne l'impression d'être vu, comme si quelqu'un reconnaissait enfin ces années passées à tout maintenir à flot, tout en vous entendant dire que vous n'étiez rien. Cet argent n'est pas passé dans une voiture de luxe, ou dans une immense maison. Je l'ai utilisé pour louer 2 autres camions, et embaucher 3 chauffeurs à temps plein. Que des gars comme moi. Ignorés, sous-payés, et traités comme de simples outils par leur dernière entreprise. Je les ai payés équitablement. Je leur ai donné leur week-end. Bon sang, j'ai même construit une petite salle de repos, dans le coin du nouvel entrepôt que nous avons loué. Rien d'extravagant. Un micro-ondes, une cafetière, des chaises pliantes, mais c'était à nous. Les affaires ont explosé. Le bruit a couru que nous étions fiables, rapides, et honnêtes. Bientôt, nous avions des contrats allant du Minnesota jusqu'au Kentucky. C'en est arrivé au point où j'ai dû embaucher un répartiteur, juste pour gérer le planning. Et à chaque fois que je garais ma voiture sur le parking, que je voyais la flotte,
que je voyais la base des camions éclairer la nuit, je me disais, c'est ce que j'ai construit sans eux. Et apparemment, c'est ce qui les a rendus fous, car d'une manière ou d'une autre, ils l'ont découvert. Je ne sais pas si c'était un cousin qui espionnait mon LinkedIn, ou quelqu'un en ville qui a trop parlé, mais il n'a pas fallu longtemps avant que les messages ne recommencent. Ça doit être agréable avec l'argent de grand-père. Tu voles ce qui appartient à notre famille. N'oublie pas qui t'a élevé. Amusant, je n'ai jamais oublié. J'ai juste arrêté de faire semblant qu'ils avaient fait du bon travail. Le pire, c'est quand ma mère a essayé de jouer à nouveau la carte de la santé. Elle m'a appelé en sanglotant, me racontant que le rétablissement de papa régressait. Qu'il avait besoin d'un nouveau médicament qu'il ne pouvait pas se payer. Elle a essayé de me faire culpabiliser, pour que je couvre les frais. Cette fois-ci cependant, elle a ajouté quelque chose de nouveau. Nous allons perdre la maison, Caleb. Aaron n'a nulle part d'autre où aller. C'était censé m'émouvoir. Je lui ai répondu sèchement, vous avez élevé un homme qui triche, qui ment, et qui détruit ce qu'il n'a pas gagné. Ce n'est plus mon problème. Elle a craqué. Elle est passée en mode fureur totale. Elle m'a traité de tous les noms imaginables. Elle a dit que j'étais froid, sans cœur. Elle a dit que grand-père serait honteux, s'il savait ce que j'étais devenu. Dommage que grand-père était assis à côté de moi à ce moment-là. J'avais répondu à l'appel sur haut-parleur, dans son salon. Il s'est penché en arrière, sirotant son thé, et a marmonné, elle n'a jamais su quand la fermer. Je crois que c'était la dernière fois que je lui ai parlé. 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient tenté un dernier coup. Ils ont engagé un avocat véreux pour contester le testament. Leur argument, grand-père avait été contraint de faire ces changements. Que je l'avais manipulé. Qu'il était trop vieux pour prendre des décisions légales. Ils ont essayé de déterrer tout ce qu'ils pouvaient. De vieux dossiers médicaux, des déclarations floues de parents éloignés qui ne l'avaient pas vu depuis des années. Ils ont même essayé d'emêler oncle Ray, qui leur a dit d'aller au diable. Au fait, leur plus grande preuve était une photo de moi, en train d'aider grand-père à monter les marches du palais de justice. Vous savez, ce que font les gens décents, quand quelqu'un a 84 ans et un genou en miettes. Le juge a rejeté l'affaire en moins de 10 minutes. L'avocat de grand-père n'a même pas versé une goutte de sueur. Le tribunal les a condamnés à une amende pour avoir intenté une action en justice abusive, et pour avoir fait perdre du temps à la cour. J'ai entendu dire qu'ils avaient dû contracter un prêt pour la payer. Maintenant, ils coulaient pour de bon. La maison, ils ont fini par faire défaut dessus. Elle a été vendue aux enchères. Je ne l'ai pas achetée. Pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas de problème. Que quelqu'un d'autre la vide, et recommence à zéro. Aaron, j'ai entendu dire qu'il avait enchaîné quelques emplois. Aucun n'a duré. Il vit avec une fille, maintenant, qui n'a aucune idée de qui il est vraiment. Aux dernières nouvelles, il racontait aux gens que j'avais volé grand-père, et que je l'avais piégé au travail. C'est amusant de voir comment cette histoire ne cesse de changer. Quant à mes parents, ils ont déménagé dans un petit appartement, dans un mauvais quartier de la ville. La rumeur dit qu'ils joignent les deux bouts, avec le peu de fonds de retraite qu'ils n'ont pas encore dilapidés. Ils continuent de dire aux gens que je les ai abandonnés. Et ils n'ont pas tort. Ça aurait dû se terminer avec le procès. Avec la perte de la maison, le testament verrouillé, et moi enfin libéré de leur désordre. Mais les gens comme mon père, ne sombrent pas avec une dignité silencieuse. Il avait passé toute sa vie à bomber le torse, à se moquer des autres, et à agir comme si le monde lui devait quelque chose, juste pour le fait d'exister. Quand tout s'est effondré, il avait besoin d'une dernière représentation. J'ai reçu l'appel un mardi. C'était Aaron. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis des mois. Papa a fait une autre attaque, a-t-il dit. Pas de bonjour. Il est allé droit au but. C'est pire, cette fois. Ils ne savent pas s'il va s'en sortir. Je n'ai rien dit. Il a continué. Il te réclame, mec. Il n'arrête pas de répéter ton prénom, encore et encore. Viens juste le voir. J'ai attendu la suite. Il y a toujours une suite avec lui. Il n'a plus personne. Juste maman et moi. Et elle ne va pas très bien non plus. S'il te plaît. Il veut juste voir son fils. J'ai presque ri.
Il ne voulait pas voir son fils. Il voulait voir sa dernière chance d'obtenir un gain financier, mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste répondu, laisse-moi y réfléchir, et j'ai raccroché. Je l'ai dit à Sarah plus tard dans la soirée, pendant que nous préparions le dîner. Olivia était assise à table, dessinant une image de Max avec une cape de super-héros. Ça aurait dû être un moment paisible. Sarah m'a regardé et a demandé, tu n'envisages pas vraiment d'y aller, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ai-je répondu. Je suppose que je veux juste l'entendre le dire. Qu'il admette ce qu'il a fait. Elle a secoué la tête lentement. Il ne le fera pas. Et tu le sais. Je le savais pertinemment, mais une petite partie stupide de moi pensait que peut-être, juste peut-être, il me surprendrait pour une fois. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital le lendemain, et je suis resté assis sur le parking pendant 40 minutes. Je n'y suis jamais entré. À la place, j'ai traversé la rue jusqu'à une station-service, j'ai acheté une bouteille d'eau, et je suis resté dehors à regarder les gens vaquer à leurs occupations. Des infirmières qui achetaient des encas, un adolescent qui mettait de l'essence, un vieil homme qui promenait son chien. Des gens normaux. Des gens qui n'étaient pas empêtrés dans des années de faux amours, de compliments hypocrites, de mensonges sentant l'eau de Cologne bon marché, ou de tentatives de culpabilisation à la table de la cuisine. Puis, je suis rentré chez moi. 2 jours plus tard, ils se sont pointés à nouveau. Sans prévenir, sans appeler, exactement comme d'habitude. J'ai ouvert la porte et je les ai vus. Ma mère, Aaron, tous les deux plantés là, comme s'ils auditionnaient pour un documentaire larmoyant. Le visage de maman était tiré, comme si elle n'avait pas dormi. Aaron ressemblait à quelqu'un qui essayait beaucoup trop fort d'avoir l'air brisé. « Tu n'es pas venu ?» a-t-elle dit, d'une voix plate et froide. « Non » ai-je répondu, « je ne suis pas venu. » « Il pleurait en te réclamant » a-t-elle dit, en posant une main sur sa poitrine, comme si c'était censé signifier quelque chose pour moi. Je n'ai pas bronché. J'ai pleuré aussi. Mais je ne vous ai pas vu à ma porte, à l'époque. Elle a dégluti difficilement. Je pouvais voir qu'elle avait d'autres choses en réserve. Un autre discours pour me faire culpabiliser, un verset de la Bible, ou peut-être une autre tournée de « Ça reste ton père ». Mais Aaron l'a coupé en premier. Écoute, on sait que les choses ont dérapé, mais nous sommes toujours une famille. Ça m'a vraiment fait sourire. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, ai-je demandé. Ils ont eu l'air confus. Ma mère a légèrement penché la tête. Aaron a jeté un coup d'œil à son téléphone, comme si c'était une question piège. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, ai-je dit. Le 23 décembre. Vous avez vécu avec moi pendant 18 ans. J'ai payé mon loyer avec mon propre travail. J'ai couvert vos factures. Et aucun de vous deux ne sait quand je suis né. Ça les a fait taire très vite. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis appuyé sur la rambarde.